Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette nouvelle présentation, nous abordons les éléments de structure bidimensionnelle. La présentation se déroulera selon le plan suivant. La modélisation à une dimension abordée dans les chapitres précédents et dans les nombreuses séries de travaux dirigés ont montré que le respect de la cinématique de la structure, en particulier des singularités géométriques, englobant les positions des appuis, des charges, des attaches, suffisait à obtenir en statique des résultats identiques à ceux de la théorie des poutres. Ceci s'explique par la conformité des fonctions de forme choisies avec la dite théorie. Hormis quelques cas comme les charges, forces ou moments ponctuels, la discrétisation intermédiaire des éléments s'avère rarement nécessaire en statique. Il n'en est pas de même pour les modélisations surfaciques ou volumiques qui nécessitent une discrétisation plus fine afin de coller au mieux à la géométrie. Cette reconstitution requiert au niveau des singularités des éléments de petite taille. Cette opération est prise en charge en fait par ce qu'on appelle un mailleur, dont le rôle va être d'établir automatiquement, dans le respect de la géométrie étudiée et de sa cinématique, la forme des éléments, leur connectivité et les coordonnées des nœuds. Donc la taille et la forme des éléments peuvent varier significativement. Deux grands types de maillage sont possibles à partir des bases quadrangulaires comme le Q4, Q8, Q9 ou triangulaires comme le T3 ou T6. Les éléments pouvant être de taille et de forme quelconque, il n'est pas envisageable, pour établir leurs caractéristiques élémentaires, de reprendre strictement la méthodologie utilisée pour les poutres et barres, car les matrices de rigidité et vecteurs charge varient systématiquement. Une méthodologie permettant de calculer ces caractéristiques, quelle que soit la géométrie et configuration des éléments, s'avérera beaucoup plus rentable au niveau calcul. Celle-ci consistera pour chaque type d'élément à définir un élément de référence de géométrie conventionnelle, appelé également élément parent, de telle manière à obtenir la géométrie de n'importe quel élément réel de forme semblable à partir d'une transformation géométrique bijective comme illustré par la figure suivante. Pour chacun des points P', xi, eta de l'élément parent, défini dans un repère unitaire, correspondra, via la transformation TE élémentaire, un point et un seul de l'élément réel, noté ici P, X, Y. La transformation TE permet de calculer les coordonnées XY de chacun des points de l'élément réel à partir de celles du point correspondant de l'élément de référence. On a donc TE qui associe pour chaque paire xi eta les coordonnées x de xi eta et y xi de eta. TE est bien évidemment dépendante de la géométrie de l'élément réel et donc des coordonnées des nœuds le définissant. De ce fait, une transformation doit être envisagée pour chacun des éléments du modèle, comme illustré par la figure. Donc on définit la transformation TE qui associe à la paire xi eta les coordonnées réelles x et y que chacune dépendent d'un côté xi eta et de l'autre côté des coordonnées des nœuds xi, xj, xk, xl, etc. Du fait du caractère bi-univoque, c'est-à-dire bijective, de la transformation, chacun des points de l'élément
de référence devra coïncider avec un point de l'élément réel et un seul. Il en résulte une correspondance entre nœuds géométriques des éléments réels et de référence. En d'autres termes, il n'est pas, par exemple, possible d'associer un élément parent triangulaire à un élément réel carré. Sur la figure, on voit que, par exemple, T1, T2 et 3 sont des transformations associées aux éléments réels 1, 2 et 3. Chaque point de coordonnées x, y, z de l'élément réel peut donc être repéré à partir des coordonnées de ces nœuds et de variables ni bar x, y, z, similaires aux fonctions de forme vues précédemment. On peut écrire donc pour la coordonnée x qu'elle est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n1 de ni bar, qui est fonction de x, y, z, multiplié par xi. La même chose pour la coordonnée y et z. Donc n1 dénote le nombre de nœuds géométriques de l'élément réel. Et ni bar, qui dépend de x, y, z, est égal à delta ij. Delta ij est égal à 1 si i est égal à j. Et delta ij est égal à 0 si i est différent de j. Par ailleurs, la notion de fonction de forme abordée dans les chapitres précédents nous a permis d'établir pour les déplacements que, par exemple pour la composante U du champ de déplacement, qui est fonction de coordonnées x, y, z du point courant, elle est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n2 de ni, fonction de x, y, z, multiplié par ui. Donc ni, ce sont les fonctions de forme. Avec n2, c'est le nombre de nœuds utilisés pour le calcul de déplacement. Cette écriture, elle est valable également pour la composante v et w du champ de déplacement. Donc, n1 correspond au fait à la définition de la géométrie et n2 à celle des déplacements. Il serait tout à fait possible d'envisager n1 supérieur à n2 ou n1 inférieur à n2. Les éléments étant respectivement qualifiés dans ces cas-là de superparamétriques, donc dans le cas où n1 supérieur à n2, ou subparamétriques dans le cas où n1 il est inférieur à n2. En outre, le nombre de fonctions de forme étant directement lié à celui des nœuds de l'élément considéré, il est rarement nécessaire de complexifier les calculs en enrichissant ou au contraire en appauvrissant celui de la géométrie. De ce fait, les fonctions de forme associées au calcul des déplacements seront également utilisées pour la définition de la géométrie des éléments, d'où le nom d'éléments isoparamétriques. Cela veut dire qu'on va prendre n1 est égal à n2. Et les fonctions de forme ni vont correspondre directement aux fonctions ni bar. Voyons maintenant les familles d'éléments. On doit d'abord définir la transformation géométrique qui s'effectuera par un ou plusieurs changements de variables liant géométrie de l'élément parent à celle des éléments réels. Pour ce faire, l'élément de référence sera défini dans un repère unitaire dont les coordonnées xi eta zeta varieront suivant le cas entre 0 et 1 ou entre -1 et 1. Cette transformation doit permettre le mouvement de corps rigides, donc déplacement sans déformation, être capable de reproduire au minimum une déformation constante, garantir la continuité des déplacements sur l'élément et aux frontières de celui-ci. Il faut faire attention au niveau des degrés de liberté pris en compte, ce qui se traduit par deux grandes catégories d'éléments dans les bibliothèques élémentaires des logiciels éléments finis. La première, appelée famille C0, assurant uniquement la continuité de translation, donc le champ de déplacement UV-W, l'élément bar en fait partie. En outre, on a la famille C1 qui constitue la deuxième catégorie qui assure à la fois la continuité de translation et de rotation.
L'élément poutre a deux nœuds, associant à la fois translation et rotation nodale, est un élément de cette famille. Prenons l'exemple de l'élément barre, qui est représenté ici sur l'axe des X par les nœuds 1 et 2. Là, on veut présenter la déformation en fonction de xi au lieu de la présenter en fonction de la variable x. Donc on écrira que la déformation le long de l'élément barre, elle est constante. On va écrire donc epsilon de xi est égal à du sur dxi est égal à une constante. Ce qui permet d'établir par intégration par rapport à xi, la variable indépendante xi, que u de xi est égal à a0 plus a1 de xi. Avec comme condition limite à respecter, u de moins 1 est égal à u1, donc c'est au niveau du premier nœud, et u de 1 est égal à u2. Donc ceci nous permet d'écrire que u de xi, il est égal à 1 demi 1 moins de xi fois u1, plus 1 demi fois 1 plus xi fois u2. Ce qui nous permet donc d'introduire les nouvelles fonctions de forme ni comme étant donc ici le lien entre u de xi, qui est la fonction de déplacement, qui est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à i est égal à 2 de ni fois ui. Donc les nouvelles fonctions de forme ni ici qui sont données en fonction de xi. Donc n1 c'est égal à 1 demi 1 moins de xi. Donc c'est le facteur multipliant u1. Et la deuxième fonction de forme n2 c'est 1 demi fois 1 plus xi. Donc c'est le facteur de u2. Donc ces deux nouvelles fonctions de forme sont tout à fait équivalentes à celles trouvées dans la partie barre où on l'exprimait en fonction de la variable indépendante de x. On peut les avoir directement en établissant le changement de variable xi qui est égal à 2x sur L moins 1. Donc souvenez-vous que le développement établi au niveau de la partie barre, on faisait varier la variable x de 0 à L. Donc ce changement de variable permet de passer d'une formulation d'une fonction de forme à une autre. Donc ceci nous permet également d'évoquer les propriétés très particulières des fonctions de forme. Donc notamment celles-ci sont égales à l'unité au niveau des nœuds auxquels elles sont rattachées et 0 ailleurs. De plus, la somme des fonctions de forme est dans ce cas-là égale à 1. Donc ce sont exactement les mêmes propriétés qu'on a évoquées auparavant en utilisant comme variable indépendante x. Donc on les retrouve ici en adoptant comme variable indépendante xi, mais xi variant de moins 1 à 1 au lieu d'utiliser x variant de 0 à L. On va introduire maintenant les différentes familles d'éléments. On commence par la famille C0. Donc les éléments de cette famille garantissent la continuité de translation. Leurs fonctions d'approximation devront, pour satisfaire aux critères de la déformation constante, être au minimum de degré 1. Le terme constant de ces fonctions permettra alors de respecter la condition de mouvement de corps rigide. La continuité des déplacements sera assurée à la fois sur l'élément et à ses frontières si celui-ci est conforme, donc il est de nature polynomiale. On parlera alors de continuité d'ordre 0. L'approximation nodale bidimensionnelle est basée sur l'écriture d'une série de termes produits faisant intervenir les coordonnées de l'élément parent pondérées par un coefficient AI. Donc dans ce cas-là, on va écrire que U est fonction de deux paramètres indépendants, xi et a. On écrira que cette quantité elle est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n, ai, xi à la puissance j, fois eta à la puissance k. Donc ces fonctions sont souvent linéaires, quadratiques et parfois cubiques. Si celles-ci comportent tous les termes d'un polynôme de degré 1, 2 ou 3, les éléments correspondants sont dits complets. Le choix de ce degré étant intimement lié au nombre de nœuds de l'élément
il sera parfois impossible d'intégrer tous ces termes. Si l'on néglige les termes de degré les plus élevés, il s'agira alors d'éléments incomplets. Pour déterminer les différents termes de ces polynômes, il est possible de s'inspirer de la logique du triangle de Pascal. Sur la diapo, nous avons représenté 3 cas. Le premier est celui des éléments quadrangulaires complets. Le second est celui des éléments quadrangulaires incomplets. Et le troisième cas, c'est celui des éléments triangulaires. Sur les trois représentations, on a illustré les différents termes en xi et en eta qui vont apparaître dans le développement de la formulation de chacun des éléments. On va voir le premier élément bidimensionnel appartenant à la famille C0. C'est un élément à base quadrangulaire qu'on appelle quadrangle bilinéaire Q4. On a pour chaque nœud 2 degrés de liberté, U et V. Donc, si on regarde uniquement l'axe horizontal, donc l'axe où on a la variable xi, 4 valeurs nodales U1, U2, U3 et U4 de déplacement sont définies, d'où l'expression du champ de déplacement correspondant en utilisant les coordonnées naturelles xi et eta. On va écrire que le déplacement le long de l'axe horizontal U de xi et de eta, il est fonction de 4 coefficients. Donc on va écrire que c'est U est égal à A0 plus A1 de xi plus A2 de eta plus A3 xi eta. Donc cela doit être ramené à l'écriture standard, la somme de i allant de 1 jusqu'à 4 de ni ui. Donc l'écriture qui va faire apparaître les fonctions de forme ni qui dépendront des deux variables indépendantes xi et de eta. Donc on a 4 coefficients A0, A1, A2 et A3 à déterminer en fonction des conditions aux limites. Quelles sont les conditions aux limites qu'on connaît ici pour cet élément Q4? Au niveau de nœud 1, normalement, on a les coordonnées xi et eta, c'est 1, 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? U de 1, 1, le déplacement horizontal ici, il est égal à U1. Au niveau du nœud U2, on a xi est égal à moins 1 et eta est égal à 1. Au niveau de ce nœud 2, qu'est-ce qu'on a? On a U de moins 1, 1 est égal à U2, ainsi de suite. Donc, on a 4 conditions limites. Donc, on connaît les valeurs U1, U2, U3, U4. Donc, ces 4 conditions limites vont nous permettre d'écrire un système d'équations linéaires qui va nous permettre de déduire les coefficients A0, A1, A2 et A3. À partir de ce système d'équations linéaires, une fois résolu, on peut identifier, comme on l'a fait auparavant pour l'élément barre ou l'élément poutre, on peut déterminer les fonctions de forme ni, mais cette fois-ci en fonction des coordonnées naturelles xi et eta. La procédure que je viens de décrire pour la coordonnée horizontale U peut être appliquée de la même façon pour calculer la coordonnée verticale V en fonction de xi et de eta. Et on va rechercher également 4 fonctions de forme ni, mais qui vont nous permettre d'écrire V comme étant la somme de ni vi pour i allant de 1 jusqu'à 4, de la même façon. Sauf que les conditions qu'on doit utiliser ici et qui vont nous permettre de déterminer les coefficients constants sont celles relatives aux composantes verticales. Donc on va utiliser V1, V2, V3 et V4 au lieu d'utiliser U1, U2, U3, U4. Donc de ce fait, seul le déplacement U sera traité dans ce qui suit. Et donc on va donner le résultat. Pour chacun des segments de l'élément, il est possible de définir l'équation d'une droite fonction des valeurs nodales, d'où son caractère bilinéaire. Ces fonctions de forme ont donc pour expression, regardez, N1, c'est égal à 1 quart de 1 plus xi multiplié de 1 plus eta. N2 est égal à 1 quart de 1 moins xi
facteur de 1 plus eta. 1,3 c'est 1 quart fois 1 moins xi fois 1 moins eta. Et 1,4 est égal à 1 sur 4 facteur de 1 plus xi facteur de 1 moins xi. Donc d'une manière beaucoup plus synthétique, donc on introduit l'indice i, on va avoir ni est égal à 1 quart de 1 plus xi i facteur de xi multiplié par 1 plus eta indice i fois eta. Donc xi i et eta i, au fait, ce sont les coordonnées des nœuds i. Donc i allant de 1 jusqu'à 4. Donc c'est en remplaçant avec les bons indices, on va retrouver les expressions de 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. C'est une écriture compacte qui est très utile du point de vue programmation et qui nous permet donc de définir les fonctions de forme ni qui apparaissent aussi bien au niveau de l'expression de déplacement horizontal u en fonction de xi et de eta, mais également pour la composante verticale v en fonction de xi et de eta. Le deuxième élément de la famille C0 qu'on va voir, c'est un élément à base quadrangulaire qu'on appelle quadrant quadratique complet Q9. Cet élément est quadratique, chacun de ces segments comportait 3 nœuds. Ceux-ci permettent une approximation parabolique sur chaque côté. Néanmoins, la fonction d'approximation n'aurait pu être totalement parabolique sans le nœud milieu. Donc le terme eta au carré fois xi au carré étant obtenu grâce au nœud numéro 9 qui se trouve au milieu de l'élément comme l'illustre la figure. C'est pourquoi il est dit complet, ce que signifie qu'il couvre tous les termes du degré de la fonction d'approximation visée. Donc c'est un élément parabolique. Donc on écrira que le champ de déplacement le long de l'axe horizontal, donc xi, on va écrire que u de xi eta va être égal à la somme de i allant de 1 jusqu'à 9 de ni fois ui. Donc ni, ce sont les fonctions de forme recherchées. Elles vont être recherchées à partir des 9 déplacements ui connus au niveau des nœuds de 1 jusqu'à 9. Donc on va écrire, voici l'expression de u, c'est a0 plus a1 de xi plus a2 eta plus a3 xi eta plus a4 xi au carré plus a5 eta au carré plus a6 xi fois eta au carré plus a7 eta xi au carré plus a8 eta au carré xi au carré. Au total, on a 9 coefficients de a0 jusqu'à a8 qui sont regroupés ici dans le vecteur a. Donc on va écrire u égale à a transposé fois le grand vecteur grand X. Le grand vecteur grand X, il a regroupé tous les termes en xi et eta qui apparaissent dans le triangle de Pascal. Donc revenez à la diapo où on a illustré le triangle de Pascal qui dénote les différents termes qui apparaîtront dans l'écriture d'un quadrant quadratique complet. Donc on a 1 xi eta, xi fois eta, xi au carré, eta au carré, xi eta au carré, eta xi au carré, et enfin le terme eta au carré, xi au carré. Donc regardez, quand on augmente le nombre de nœuds, automatiquement le nombre de coefficients impliqués dans le calcul il est beaucoup plus important. Donc il faut faire attention que l'opération d'augmentation des nœuds, qui est généralement associée au raffinage d'un maillage donné, va impliquer systématiquement l'augmentation de l'effort calculatoire qu'on voit ici dans les expressions. On a plus de coefficients à déterminer pour chacun des éléments. Tout calcul fait, on obtient les fonctions de forme de l'élément quadrangle quadratique complet Q9, illustré sur la diapo ci-contre. Donc on a les fonctions de n1 jusqu'à n8. Et rappelons que cet élément est dit complet car il couvre
tous les termes du degré de la fonction d'approximation parabolique visée. On passe maintenant au cas de l'élément quadrangle quadratique incomplet Q8, illustré par la figure. On a uniquement 8 nœuds, donc chaque côté comporte 3 nœuds, donc il y a absence du nœud central par rapport à l'élément Q9. Dans ce cas-là, le déplacement horizontal U qui est fonction de xi et eta s'écrira comme étant la somme de i allant de 1 jusqu'à 8 de ni ui, et on a l'expression incomplète, donc on n'a pas toutes les puissances en termes de xi et de θ dans l'expression. Donc on va avoir a0 plus a1 xi plus a2 eta plus a3 xi eta plus a4 xi au carré plus a5 eta au carré plus a6 xi fois eta au carré plus a7 xi fois xi au carré. Donc vous voyez ici que dans cette expression, il y a l'absence du terme eta au carré, xi au carré. Donc les coefficients de A0 jusqu'à A7 vont être regroupés dans le vecteur A. Et puis on a donc l'écriture compacte de U, xi de eta, c'est A transposé fois X. Cette écriture va être utilisée pour calculer les différentes fonctions de forme de N1 jusqu'à N8 en exploitant les conditions limites. Quelles sont les conditions limites à utiliser? Ce sont les valeurs nodales de U au niveau des 8 nœuds. Donc, on a 8 valeurs connues de U et on a 8 coefficients de A0 jusqu'à A7 qu'il faut déterminer. Une fois déterminé, et en remplaçant dans l'écriture de U, on va factoriser et avoir l'écriture compacte, la somme de ni ui, pour établir les fonctions de forme correspondantes. Donc c'est un procédé normalement qui est devenu familier pour vous. Et enfin, on va avoir les fonctions qui sont écrites devant vous, fonctions de xi et de eta. On présente dans cette diapo le premier élément de la famille C0 de type triangulaire. Il s'agit de l'élément triangle linéaire T3, illustré par la figure. Donc il compte 3 nœuds, donc de 1 jusqu'à 3. Donc le premier nœud c'est coordonné en xi eta c'est 0, 0. Le second nœud c'est 1, 0. Le troisième nœud c'est 0, 1. Donc l'écriture du déplacement, du champ de déplacement, et là on a donné uniquement le champ, la composante horizontale U en fonction de xi et de eta, s'écrit simplement comme étant A0 plus A1 de xi plus A2 de eta. Donc cette écriture normalement elle va être réécrite en fonction des formes ni et des déplacements nodaux ui. Donc les fonctions de forme n1, N2 et N3 vont s'obtenir par application des conditions aux limites connues. Ici, on va écrire qu'au niveau du nœud 1, on a U de 0, 0 est égal à U1. La deuxième condition, au niveau du nœud 2, on va écrire que U en 1, 0, c'est égal à U2. Et en fonction du troisième nœud, on va écrire U au niveau de 0, 1, il est égal à U3. Cela va nous permettre donc d'établir les écritures de N1, N2, N3 qui sont relativement simples. N1 c'est 1 moins xi moins eta et N2 est égal à xi et N3 est égal à eta. Ceci représente donc les fonctions de forme d'un élément triangulaire linéaire T3. On représente sur cette diapo un autre élément triangulaire, c'est l'élément triangle quadratique T6. Il implique 6 nœuds. On a 3 nœuds par côté, comme illustré sur la figure. L'écriture du champ de déplacement, là particulièrement, on a donné la composante U en fonction de xi et de eta, et comme suit. C'est égal à A0 plus A1 de xi, plus A2 eta, plus A3 xi au carré, plus A4 eta au carré, plus A5 xi eta. Donc, on va réaménager comme étant la somme de i allant de 1 jusqu'à 6 de ni ui. Donc cette écriture va être obtenue après avoir appliqué les conditions aux limites. Quelles sont ces conditions limites? Ce sont les conditions qui nous donnent la valeur de u au niveau des 6 nœuds.
Par exemple, au niveau du nœud 1, on va écrire U de 0, 0. Donc, au niveau du nœud 1, on a xi est égal à 0, eta est égal à 0. Donc, le déplacement au niveau du nœud 1, il est égal à U1. Ainsi de suite. Donc, on va utiliser les 6 valeurs des déplacements au niveau des 6 nœuds pour identifier les coefficients de A0 jusqu'à A5. Après réaménagement, comme on le fait d'habitude, on va avoir les fonctions de forme de N1 jusqu'à N6 en fonction des coordonnées xi et eta, comme illustré sur la diapo. On passe maintenant à la famille des éléments C1. Comme pour la famille C0, les fonctions de forme C1 doivent approximer le champ de déplacement à partir des valeurs nodales et assurer non seulement la continuité des déplacements nodaux UI, VI, WI, mais aussi celle des rotations nodales, notamment DUI sur DX, DUI sur DY et DWI sur DZ. Donc, les fonctions de forme doivent être au minimum de degré 2 pour satisfaire aux critères de la déformation constante, la condition de mouvement de corps rigide étant quant à elle assurée par les 2 premiers termes de cette fonction. Ces éléments ont une continuité dite d'ordre 1, la continuité des déplacements étant assurée à la fois sur l'élément et à ses frontières, si celle-ci est conforme. L'élément poutre tel que celui décrit dans la partie poutre du cours fait partie de cette famille. Le premier élément qu'on va voir de la famille C1, c'est l'élément plaque Q4, qu'on appelle également semi-C1. Sachant que cet élément a 3 degrés de liberté par nœud. Par exemple, si on regarde la troisième composante du champ de déplacement W, au niveau du nœud I, on doit regarder de près les 3 composantes. Donc, on a aussi bien oméga I et ses 2 dérivés par rapport aux variables xi et eta. Donc, ce sont les 3 degrés de liberté. On a WI et la dérivée de WI par rapport à xi et à eta. Donc, l'élément Q4, en fait, c'est un élément incomplet. Donc, on a la fonction d'approximation. Elle se présente comme étant la sommation de termes impliquant aussi bien les coefficients AI et les variables indépendantes xi et eta. Donc, plus exactement, on a 12 coefficients au lieu de 16. Donc, pour avoir une écriture complète selon le triangle de Pascal. Et on a le vecteur grand X qui regroupe les termes en xi et en eta. Donc, cette écriture, elle est relativement complexe, mais la démarche pour la détermination des coefficients AI, à partir des conditions aux limites définies sur les degrés de liberté, attention ici, je rappelle que chacun des degrés, des nœuds comporte 3 degrés de liberté, elle reste la même. Donc, c'est une démarche relativement lourde, mais elle est identique à celle qu'on a vue pour les éléments de classe C0. Donc, la démarche, comme je viens de le dire, elle est relativement lourde, mais elle reste la même. Donc, il faut d'abord déterminer la dérivée de W par rapport à xi, ensuite la dérivée de W par rapport à eta. Donc, ces termes-là vont être utilisés pour appliquer les conditions aux limites, et ces conditions aux limites vont être réarrangées sous la forme d'une matrice grand R fois A. D'accord? La matrice grand R, c'est une matrice constante qui s'obtient à partir des 12 conditions aux limites. Donc, les 12 d'où viennent? Donc, on a un nœud, on a 4 nœuds, et chaque nœud a 3 degrés de liberté. Donc, 3 fois 4, c'est 12. 12 valeurs connues pour W et pour DW sur DXI et DW sur DETA. Donc, tout calcul fait va nous permettre donc d'avoir le vecteur des fonctions de forme N qui est donné à droite de la diapo qui est devant vous. Le deuxième élément de la famille C1 qu'on va introduire, c'est l'élément plaque Q4. Appelé également C1. La fonction d'approximation correspondante et complète, elle est à 16 coefficients, parce qu'on a toutes les puissances des termes en xi en eta dans l'approximation adoptée. Donc, on va
résumé sous la forme A transposé fois X. A, c'est l'ensemble des coefficients à déterminer à partir des conditions limites. Et Xi, c'est le vecteur, X, pardon, c'est le vecteur impliquant les termes en Xi et en état. Donc, c'est un élément où on a 4 degrés de liberté par nœud. D'accord? Quels sont ces degrés de liberté? On a WI, D rond WI sur Dxi, D rond WI sur D état, et là, on introduit la seconde dérivée, WI, D rond Xi, D rond état. Donc, l'introduction de cette deuxième dérivée va nous permettre de déterminer les coefficients supplémentaires A12, A13, A14 et A15. Donc, on a introduit 4 coefficients supplémentaires par rapport à la formulation de l'élément précédent. Donc, on doit, dans un premier temps, calculer les dérivées partielles de l'expression de W par rapport d'abord à Xi, par la suite par rapport à θ, et par la suite, on doit faire la deuxième dérivée par rapport à Xi et à état. Les résultats de ces dérivations partielles est donné sur la diapo et elles vont servir pour appliquer les conditions aux limites. Quelles sont ces conditions limites? On a un élément à 4 nœuds. Chaque nœud a 4 degrés de liberté, donc 4 fois 4, 16 valeurs, 16 valeurs connues au niveau des 4 nœuds. Donc, on peut avoir un système d'équations à 16 inconnus qui sont les coefficients A0 et A5, A15. Donc, la démarche de calcul, elle est la même que celle décrite précédemment et elle permettra de déterminer les fonctions de forme NI associées à l'élément plaque Q4. L'application des 16 conditions limites va nous permettre d'identifier la matrice R constante ci-contre et en inversant la matrice R et en la multipliant par les valeurs des valeurs nodales connues, W ici, W, Wxi, W état, et Wxi état, par exemple. Donc, toutes ces valeurs-là sont connues au niveau des nœuds. Donc, si on la multiplie par l'inverse de R, cela va nous permettre de déterminer le coefficient A, regroupant tous les paramètres constants de notre approximation au niveau de l'élément. Tout calcul fait, on va obtenir les 16 fonctions de forme qui appartiennent au vecteur grand N, qui est égal à X transposé fois l'inverse de la matrice R. On passe maintenant à la définition des caractéristiques élémentaires, en particulier la matrice de rigidité élémentaire. On rappelle tout d'abord que l'état de déformation plane est caractérisé par le fait que le vecteur de déformation epsilon se calcule par simple opération de dérivation partielle du champ de déplacement UVW. Ce champ de déplacement U se calcule moyennant les fonctions de forme, grand N fois QE, donc le déplacement nodal, et le vecteur des déformations peut être exprimé en fonction des déplacements nodaux à partir de la relation simple epsilon qui est égale à la matrice B fois QE. Donc ça, ce sont des relations qu'on a établies précédemment et qui sont toujours valables dans le cas de D. Donc l'expression de la matrice de rigidité élémentaire en repère local a été déjà établie comme étant KE, qui est égal à l'intégrale sur le volume de B transposé HB dVE. La matrice B évoquée ici est celle qui relie, comme je viens de le décrire, le vecteur epsilon au vecteur déplacement nodal QE. Epsilon est égal à la matrice B fois QE. Donc, cette relation fait intervenir une matrice B déduite des relations décrivant l'état de déformation plane et celle du champ de déplacement. La matrice B peut également être développée en une série de sous-matrices BI associées à chacun des nœuds des éléments. Donc, on peut écrire que epsilon est égal à grand B fois QE et la matrice B va être décomposée en des éléments B1 jusqu'à Bn, avec les BI regroupant des dérivées partielles qui sont au fait obtenues de la relation qui relie le champ de déformation au champ de déplacement.
La détermination de B nécessitera de faire des calculs de différentes dérivées partielles associées à chacun des nœuds. Donc le numéro du nœud est noté par l'indice I. Comme vu précédemment, les fonctions de forme NI sont définies dans un repère unitaire xi, eta, zeta, et non dans le repère de coordonnées locales x, y, z. On a vu précédemment que la transformation géométrique TE permet de calculer les coordonnées réelles x, y, z de chacun des points de l'élément à partir de celles du point correspondant de l'élément de référence, notamment xi, eta, zeta. Donc, cette transformation géométrique TE permet néanmoins de écrire la relation qui existe entre les dérivées partielles des fonctions de forme NI par rapport aux coordonnées xi, eta, zeta en fonction de dérivées partielles des NI par rapport aux coordonnées réelles en impliquant ou en introduisant la matrice jacobienne J. Donc, on va écrire que dni sur dxi, dni sur deta, dni sur zeta est égal à la matrice jacobienne multipliée par les dérivées partielles de ni par rapport aux coordonnées réelles. Donc, la matrice G correspond à la matrice jacobienne de la transformation TE. Et en inversant, on va obtenir la relation des dérivées partielles par rapport aux coordonnées réelles qui est égale à J-1 fois les dérivées partielles de ni par rapport aux coordonnées xi, eta et zeta. Pour calculer l'intégrale sur le volume VE, et sachant que la matrice grand B est désormais fonction des coordonnées unitaires, il reste à effectuer un changement de variable entre les repères x, y, z, donc le repère réel, et le repère normalisé xi, eta, zeta. Ce changement de variable représente en fait les relations géométriques liant via la transformation TE, l'élément réel et celui des références. Ces relations sont obtenues à partir de la jacobienne de transformation et la matrice dans ce cas-là de rigidité élémentaire exprimée dans le repère xi, eta, zeta s'obtient systématiquement par substitution des expressions des coordonnées x, y, z en fonction des coordonnées réelles et en remplaçant dans les intégrales donc qui donnent la matrice de rigidité KE comme étant l'intégrale sur le volume de B transposé HB dx, dy, dz. Donc on peut écrire que le vecteur des dérivées dx, dy, dz est égal à la jacobienne J multiplié par le vecteur dxi, deta et dxi. Notons que le volume élémentaire dx, dy, dz, il est égal au déterminant de la jacobienne J qui multiplie le dxi, deta, dzeta. Ce sont les éléments de base qui vont être utilisés pour le développement du calcul de la matrice de rigidité. En ce qui concerne le vecteur des charges élémentaires, il faut procéder comme suit. Pour les forces de volume, la démarche est similaire à celle suivie pour la rigidité élémentaire. Le changement de base s'effectuant toujours via le déterminant du jacobien. Donc on écrira que le vecteur FE sur le volume est égal à l'intégrale sur le volume VE de 1 transposé FV dV. Et là donc on va appliquer le changement de variables en impliquant la matrice jacobienne. Donc on va écrire, c'est une intégration qui va s'opérer de moins 1 à 1, de 1 transposé FV, déterminant de la jacobienne, fois dxi, deta, dzeta. Pour ce qui concerne les forces de surface, le calcul consistera à exprimer la quantité dSE en fonction des coordonnées normées ou normalisées des arêtes ou facettes des éléments surfaciques ou volumiques mis en jeu.